En fait, il n'est pas indépendant. Non, il a un très très beau parcours. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux en ce dernier jour de salon. Aujourd'hui, on va parler, là, pendant les 45 prochaines minutes, de comment et pourquoi travailler avec un freelance pour accompagner, avec un ou des freelances, pour accompagner sa croissance. Avec moi, donc moi je suis Alexis, je fais partie du collectif Away We Go, qui est un collectif de freelance dans le milieu du tourisme. Je suis également freelance, où j'accompagne les acteurs du tourisme sur leur développement technologique. Et à côté de ça, j'ai également une agence de voyage, donc avec qui je travaille pour des freelances. Enfin, avec qui, pardon, je travaille pas pour des freelances. Avec mon agence, je travaille avec des freelances qui m'accompagnent aussi dans la croissance. Donc j'ai plusieurs casquettes. Avec moi aujourd'hui, il y aura Sophie. Bonjour. Sophie qui est également freelance et qui est au conseil d'administration, donc à la tête du collectif Away We Go. Et Diane qui est également freelance et qui fait également partie du collectif. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Avant de commencer, donc, je ne sais pas si vous avez déjà participé aux conversations. L'idéal, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on aborde certains sujets. Donc là, le sujet de comment et pourquoi travailler avec des freelances dans le milieu du tourisme. Vous êtes ici aussi pour participer, vous êtes ici aussi pour échanger. Donc avant de commencer, qui est freelance dans la salle? On est entre nous, beaucoup de freelance. Et qui d'entre vous travaille ou a une agence de voyage ou une boîte avec qui Ok, donc plutôt intéressé pour savoir comment travailler avec les freelances, et vous aussi. Est-ce que qui a le micro? Est-ce que l'un de vous peut juste partager son expérience ou me dire d'où il vient? Et est-ce que vous avez déjà travaillé avec des freelances pour les personnes travaillant pour des agences? Est-ce que l'un de vous veut... Bonjour à tous. Alors moi j'ai deux activités et j'ai déjà fait appel à des freelances pour une des activités. Je propose des visites insolites un peu partout en France avec des guides en costume d'époque et comme on a des grosses périodes sur la haute saison. Et donc dans cette période-là, je fais appel à des freelances pour venir me seconder sur la partie opérationnelle, gestion du back-office et quelques petites actions pour la communication. Ok, super. Est-ce que vous voulez prendre aussi... Non. Bonjour. Donc je suis une DMC en Algérie, dans le désert algérien. Okay. Donc nous, on a besoin de freelance pour promouvoir nos activités auprès des TO directement à l'international. Ok, et vous travaillez déjà avec des freelances ou vous êtes à la recherche Non, c'est moi-même le freelance, le DMC, on fait tout, mais c'est pas facile. Ok. Ouais. Quand vous dites c'est pas facile de trouver les bonnes personnes ou c'est pas facile le développement en général? Généralement, les freelances sont spécialisés, ils connaissent leur travail, ils savent comment démarcher. Donc du coup, nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on est dans le terrain, on est là à recevoir les gens, mais aller chercher des TO, c'est pas facile parce qu'on est nombreux sur le marché et ce n'est pas facile. Ok, donc pour vous accompagner dans la croissance et le développement, c'est plutôt utile et nécessaire de travailler avec des freelances qui, eux, ont une expertise et connaissent leur métier. Exactement. Super, merci. On va... Oui, à ma gauche. Merci pour cette opportunité. Je me présente Quentin Wegala, je représente une start-up en Tunisie. On propose de la technologie aux acteurs de tourisme, principalement des hôtels et des agences de voyage. Bon, je ne sais pas comment vous faites en France, mais toujours j'ai un souci par rapport au paiement des freelances et comment s'adapter à la compta. C'est ça le souci de mon côté. Donc vous recherchez à savoir comment travailler, mais sur le côté plus comptable et règlement, comment ça fonctionne pour les freelances. Pour les freelances spécifiquement. Super, bon, on va aborder le sujet, donc c'est parfait. Merci. Est-ce que d'autres veulent se présenter ou parler de leurs problématiques ou de leur envie ou de leurs attentes par rapport à cette conférence? Bon, on va commencer à échanger un peu entre nous avant de rentrer dans le dur et de savoir comment et pourquoi travailler avec les freelances. On va déjà peut-être redéfinir
ce qu'est un freelance et quelles sont les différentes, surtout dans le monde du tourisme, et quels sont les différents secteurs et les différentes tâches et missions qu'ils peuvent accomplir. On va commencer par Diane, toi qui es freelance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Alors, je suis manager de projets touristiques sous un double volet, puisque j'ai plusieurs casquettes. Le premier, je crée des parcours insolites dans La Rochelle, autour de La Rochelle, pour les entreprises, les individuels, les groupes, donc sous un angle immersif, à pied, en bateau, à vélo, avec pour motivation, envie de valoriser le patrimoine, le tourisme, l'histoire sous un angle nouveau. Et comme autre volet, j'accompagne et conseille les acteurs du tourisme dans le développement de leur offre, donc à la fois sur le point stratégique, créatif et opérationnel. Ok, donc comme beaucoup de freelance, tu as plusieurs casquettes. Oui. Oui, je crois que ça va revenir très souvent, Alexis, dans cette conversation. C'est sûr. Et donc, est-ce que tu travailles, j'ai pas retenu votre nom, vous travaillez ensemble ou, parce que vous travaillez avec des guides touristiques? On va vous passer le micro, ça va être... Vous êtes Diane de DS Carte, non? Oui, je vois. Oui, oui. Alors, je vois qui vous êtes parce que j'ai une guide qui est à La Rochelle, mais on ne travaille pas ensemble. Pas encore. Mais non, alors moi c'est vrai que quand je travaille avec beaucoup de guides en France. Alors les guides sont pas freelance, hein, ça c'est un autre volet. Quand je parlais des freelance tout à l'heure, c'est plus pour me seconder moi sur la partie opérationnelle de l'activité et le développement aussi, mais la partie back office, on va dire. Ok, bon bah Diane qui a plusieurs casquettes peut aussi vous aider là-dedans parce qu'apparemment elle a l'expertise sur le guidage et sur l'accompagnement. Et Sophie, donc toi, comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais partie du comité d'administration de Away We Go. Donc tu as une vision, Diane en a fait partie aussi par le passé, mais tu as une vision aussi large sur les différents métiers, les différentes expertises de freelance. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour toi? Quels sont, pour quels besoins, à quels besoins les freelances peuvent-ils répondre et quelles sont leurs expertises pour les pros du tourisme? Pour les pros du tourisme, c'est vrai qu'on a un panel complet sur 60 membres au sein du collectif. On a des professionnels, des experts dans la production de voyage, avec des experts de destinations précises. On a des commerciaux, on a des spécialistes en communication, en marketing. On a des guides donc, qui sont aussi sur le terrain. Des experts en communication digitale. Donc voilà, on couvre vraiment toute la production et les métiers nécessaires au développement touristique, que ce soit sur le terrain ou sur le numérique. Donc pour une entreprise qui a besoin de compétences et qui a des difficultés à trouver un freelance, ça peut être utile pour elle de contacter un collectif comme Away We Go qui va pouvoir trouver les personnes qui ont l'expertise pour répondre aux besoins. Oui, parce qu'il y a un vivier, je ne vais pas dire toujours disponible, mais relativement réactif. Et c'est vrai qu'on a des compétences qui sont complémentaires justement pour intervenir sur une saison ou sur une compétence spécifique. Donc c'est là qu'il faut venir piocher justement dans ce vivier pour trouver la compétence, l'expertise nécessaire à un moment donné pour un besoin de croissance dans une entreprise. Donc ça peut être pour la croissance, donc pour travailler sur la production, ça peut être pour les opérations, ça peut être pour le marketing, pour gagner en visibilité, ça peut être un représentant pour... et je crois qu'il y a un représentant ici, Fred par exemple. Est-ce que tu peux nous donner ton expérience? Toi, tu représentes des DMC, c'est ça? Le micro arrive. Oui, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie de mes compétences, enfin, et des missions que je peux faire. Donc, représentation de commercial B2B pour des DMC, donc agences locales dans différentes destinations. Principalement sur le marché francophone, mais ça peut aussi être sur des marchés internationaux. Ok, donc tu accompagnes des DMC à être plus visibles et tu vas chercher des clients pour eux, quoi, c'est ça? Exactement, ouais. Tour opérateur, agence de voyage, sur les segments, on va dire groupe, FIT, sur mesure, ouais, tout à fait.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres freelances qui veulent nous parler de leur expertise ici? Il y a des formateurs aussi. En attendant que le micro arrive, effectivement, en freelance, on a beaucoup de formateurs et je crois qu'il y a des formateurs aussi dans la salle, une formatrice par ici. J'ai une question sur le collectif. Est-ce que c'est uniquement sur du loisir ou est-ce qu'il y a une partie business? Non, on a des experts aussi en B2B. business. Oui, oui. Ok, d'accord. En tourisme d'affaires aussi, oui. Donc c'est vraiment sur le collectif spécifique Away We Go, il y a vraiment différentes compétences et des personnes des freelances qui travaillent sur différents volets, spécialistes dans le monde du tourisme, mais il y a même des freelances qui travaillent aussi dans d'autres secteurs. On en parlait hier. Je crois que toi, tu travailles dans d'autres secteurs que le tourisme. Le micro arrive, je te laisse la parole. Merci. Oui, effectivement, je travaille avec d'autres acteurs du tourisme, un peu de tout, mais ça commence à être du 80-20 et ça tend vers du 100% d'ici la fin de l'année, je pense, dans le tourisme, mais progressivement. Je suis vidéaste et j'accompagne notamment des acteurs du tourisme et du voyage dans leur communication digitale pour améliorer leur image sur le web, etc. Pour attirer de nouveaux prospects, de nouveaux partenaires via l'outil vidéo. Donc communication digitale pour plus de visibilité. Et effectivement, l'expertise que les freelances peuvent avoir, même s'ils se spécialisent dans le secteur du tourisme, il y a certaines expertises qui sont transversales et donc ils peuvent la mettre à profit d'autres secteurs. Pour exemple, moi j'ai aussi travaillé dans le médico-social. Je travaille sur le business développement, donc il y a parfois pour développer du business, que ce soit du tourisme ou autre, la mécanique est similaire. On va shifter maintenant qu'on a un peu vu différents profils. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a que 45 minutes, il nous reste une demi-heure maintenant. On va aborder le dur du sujet, donc comment, avant de parler de comment, mais pourquoi est-ce qu'on travaille avec un freelance. Diane, est-ce que toi tu as un retour d'expérience? Pourquoi est-ce que tes clients font appel à toi? Quelle est leur motivation première? Est-ce qu'ils n'ont pas l'expertise en interne? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent avoir un regard neuf? Enfin, quels sont, toi, les retours d'expérience que tu as? Pourquoi les clients font appel à toi? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, le mot qui revient le plus souvent, c'est la flexibilité. Puisque le freelance est en capacité de pouvoir rebondir très vite. Il est très agile sur les secteurs qui lui sont demandés, puisque tout passe par un cahier des charges. Cahier des charges qui est établi en étroite concertation avec le client. Et puis sa disponibilité surtout, puisque le freelance travaille sur plusieurs dossiers en même temps, et la dimension de sur-mesure et d'expertise qui est très très importante, puisque le freelance met à disposition son expertise auprès de ses clients, donc sur des sujets qui sont plutôt pointus. Et souvent, en interne, il y a un manque de ressources qui fait que par manque de temps et de ressources internes, le freelance peut être la ressource en externe du coup qui fait le complément et qui peut apporter un plus. J'ai pour exemple Charente Tourisme qui a fait appel à moi. Charente Tourisme qui est l'agence de promotion de la Charente-Maritime et de la Charente, qui a fait appel à moi pour préparer un workshop. Et donc ils n'avaient plus la ressource en interne. Ils connaissaient mon expertise, ma connaissance du territoire et surtout mes liens avec les acteurs. Et donc j'ai été en charge de prospecter auprès des acteurs pour les convaincre de participer au workshop, d'assurer tout le suivi commercial. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de contexte qui peut favoriser le contact avec un freelance. Donc je dois résumer, il y a flexibilité, parce que il y a plus de flexibilité avec un freelance que de faire tout un process de recrutement et de recruter quelqu'un en interne. Il y a le côté manque de ressources en interne, donc on a un besoin urgent ou rapide, et le process de recrutement, encore une fois, est trop long par rapport aux besoins imminents. Donc travailler avec un freelance nous permet
de combler des ressources qu'on n'a pas en interne. Et tu as donné un troisième, non, c'est les deux sujets principaux. Eh bien, aussi, on peut rajouter le fait qu'un freelance peut avoir à la fois la compétence terrain et opérationnelle, ce qui fait qu'on parle le même langage que l'entreprise. Donc ça me revient souvent aussi quand je conçois des parcours sur mesure, des entreprises qui faisaient appel avant, des agences ou des institutionnels qui faisaient appel à des personnes qui étaient salariées, voient en fait mon expertise à la fois en guidage, en production touristique, en développement commercial, toute cette réflexion autour du marketing qui fait que ayant été à la fois en front office, back office et sur le terrain, je connais les attentes à la fois des clients, mais à la fois aussi des entreprises. Et donc, je peux me mettre plus facilement à la place des attentes de l'entreprise. Donc, on rajoute aussi une expertise qui est parfois difficile à trouver ailleurs et qu'on trouve chez des freelances spécialisés. Ok, expertise, flexibilité et manque de ressources en interne, et ajouter des ressources. Est-ce que Sophie, tu aurais quelque chose à ajouter aussi sur les raisons pour lesquelles les acteurs du tourisme peuvent faire appel à des freelances ? Oui, je crois qu'il y a aussi une question d'engagement. Quand on s'engage sur un CDD ou un CDI, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de développement administratif, beaucoup de contraintes. Alors qu'un freelance, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est quand même beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide. On s'engage sur un temps donné, sur une mission, on sait où on va et on va dire que c'est à budget bien cadré, bien maîtrisé. C'est aussi pour ça qu'une agence peut faire appel à un freelance beaucoup plus simplement, parce qu'elle va maîtriser son budget, surtout quand elle est en phase de croissance, de lancement. Elle n'a pas forcément le budget nécessaire pour embaucher, et c'est là que le freelance est bienvenu. Et un freelance coûte moins cher qu'un salarié ? Pas moins cher, mais non, du tout. Non, il n'est pas sous-payé par rapport à un salarié, mais on va dire qu'en termes d'engagement financier et de contraintes administratives, c'est beaucoup plus flexible et facile. On revient sur la flexibilité et le fait aussi de pouvoir employer un freelance un jour par semaine, même peut-être un jour par mois. En tout cas, c'est moins lourd qu'une embauche pour des besoins qui sont spécifiques sur des missions, sur des projets qui sont peut-être plus courts. Et ça permet d'avoir une meilleure maîtrise, que tu disais, une meilleure maîtrise du budget, parce qu'on sait, on s'engage, on signe un contrat, c'est toujours mieux, et on s'engage entre le freelance et l'entreprise sur une durée déterminée, sur un budget déterminé. Et donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure maîtrise de son budget. Oui, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation de confiance ou de proximité comme on peut avoir au sein d'une équipe de salariés. Il peut y avoir une relation longue durée de confiance avec un freelance. Moi, ça fait 3 ans, presque 4, que j'interviens dans la même entreprise. Et voilà, donc on peut garder une continuité de travail, une relation longue durée avec un freelance, même s'il n'est pas embauché pleinement à temps plein ou à mi-temps. Ça peut être une mobilisation ponctuelle mais régulière sur l'année. Et on garde cette relation au sein de l'équipe sur le long terme. Donc faire presque partie de l'équipe, on fait partie de l'équipe quand on est freelance, mais quasiment dans la manière de fonctionner, quasiment au même titre qu'un employé, quoi. On fait vraiment partie des équipes. Est-ce que dans l'assistance, parmi les acteurs du tourisme qui font appel ou qui veulent faire appel à des freelances, quelles sont vos motivations profondes ? Pourquoi faire appel à un freelance plutôt que recruter ? On devait avoir, j'en profite le temps que le micro arrive, on devait avoir une agence, un représentant d'agence qui fait appel à des freelances et qui aurait pu rebondir là-dessus aussi. Malheureusement, il est malade aujourd'hui, donc nous sommes entre nous. Donc moi, je me permets de prendre la parole sur ça. Pourquoi faire appel à des freelances ou par rapport à un salarié ? Enfin, moi, je me pose la question parce que les gens avec qui je travaille sont forcément en télétravail, en remote. Et moi, je trouve que c'est des fois plus facile d'avoir un freelance qui travaille à la mission parce qu'on sait qu'il a une mission et qu'il va faire la mission qui lui est impartie, plutôt qu'avoir un salarié qui est
full remote chez lui tout seul parce que moi je trouve que c'est assez difficile d'aller impliquer un salarié en full remote qui va jamais voir en vis-à-vis les personnes avec qui il travaille. Tandis que quand c'est un freelance, il est habitué à ce format-là puisque c'est aussi la façon de faire. Mais c'est vrai que je me pose aussi la question par rapport à la charge de travail. À partir de quand, j'ai une question pour vous, à partir de quand vous conseillez, à partir de quelle durée de travail, si on est sur un 50% ou 60%, 70%, vous conseillez plutôt d'aller sur un salarié par rapport à un freelance? Si on voit que sur l'année, on a besoin, je ne sais pas moi, de 5 mois d'un freelance, est-ce qu'il vaut mieux avoir un freelance ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un salarié qui va être à 70%? Très bonne question. Donc, pour le premier point, déjà, pour résumer, pourquoi faire appel à un freelance? C'est la confiance. Un freelance reste un acteur, reste un entrepreneur, parce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui a monté son entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Et donc, pour revenir sur le début, ce qui est un très bon point, c'est que même s'il est bien évidemment, on fait confiance à ses salariés, mais un freelance, on peut lui faire d'autant plus confiance parce qu'il est entrepreneur et parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler seul et à distance. Et sur la question de à partir de quand faire appel à un freelance plutôt qu'employer un salarié à partir du nombre de la durée de travail, est-ce que vous avez une réponse? Moi j'en ai une, mais est-ce que Sophie ou Diane, vous avez un élément de réponse? Il n'y a pas de règle en fait, j'ai envie de dire c'est au cas par cas, ça se discute entre clients et freelance selon les attentes, le cahier des charges. C'est quelque chose qui se fait en sur-mesure, donc bien sûr c'est toujours mieux de pouvoir s'imprégner en fait du dossier, mais le freelance a la capacité de s'adapter très rapidement, donc après voilà, c'est vraiment du cas par cas. Oui, ça se discute. Et en effet, il faut qu'ils soient d'accord aussi pour passer en salarié, même si c'est un mi-temps, un temps partiel, pourquoi pas. Mais ça se discute avec les avantages aussi, les avantages sociaux à proposer, parce qu'il y a un équilibre à trouver sur le gain, les avantages qu'il peut avoir en gagnant une protection sociale, par exemple, en discutant son salaire. Parce que salaire de freelance et rémunération de freelance et salaire fixe, c'est pas le même calcul, en tout cas du côté de l'employeur. Donc ça se négocie. Mais j'ai pas de chiffre précis dans la bascule, à quel moment c'est plus avantageux, en fonction de votre visibilité aussi sur l'équilibre financier de la boîte. Il y a peut-être un peu de ça. Je pourrais compléter en disant que moi, pour ma part, je fais les deux. C'est-à-dire que j'aime autant avoir des missions qui sont plus courtes, mais qui se répètent et qui permettent de fidéliser mon travail, mon engagement, cet esprit de confiance qui est entre le client et moi, ma force de travail. Ou une mission qui est calibrée dès le départ avec un nombre de jours, un taux journalier. Je pense que c'est vraiment très personnel en fait comme question, et c'est vrai que tout est à mettre dans le... Comme tu disais, tu parlais d'équilibre, savoir si on peut s'y retrouver aussi, parce que qui dit freelance dit qu'il y a des dépenses personnelles qui ne sont pas forcément prises en compte par l'entreprise. Donc le freelance doit pouvoir gérer tout ça aussi de son côté et voir comment il peut trouver ce point de rentabilité. Donc là, c'est côté freelance, c'est côté entreprise aussi. La question était peut-être aussi de est-ce que je vais prendre un salarié ou est-ce que je prends un freelance? C'est pas forcément transformer un freelance en salarié, même si là, le sujet est super intéressant. De ce côté-là, moi, de mon point de vue, déjà, par expérience, certains freelances vont travailler 5 jours par semaine pour des entreprises, pour la même entreprise, pendant plusieurs mois. Donc, il y a des freelances qui travaillent quasiment en full-time pour des entreprises et restent en freelance. Les raisons principales, comme le disait, on le dit Diane et Sophie, les raisons principales pour l'entreprise, c'est la flexibilité. Même si ça coûte un peu plus cher à l'entreprise, l'entreprise peut mieux maîtriser le budget. Et si jamais les finances, si on a des problèmes de trésor, on fait une pause. On fait une pause sur le contrat. C'est moins contraignant que d'avoir un salarié. Donc en fait, tout dépend les besoins de l'entreprise, tout dépend de la trésorerie, tout dépend du projet. Il y a vraiment
pas de réponse. Certains freelances vont travailler, moi ça m'est arrivé de travailler, même encore aujourd'hui, je travaille pour une boîte, je fais peut-être 1 heure par semaine. Et j'ai travaillé pour d'autres sociétés où oui, j'étais à 3 jours semaine, plein. Donc selon moi, il n'y a pas de règle. C'est un équilibre à avoir, tout dépend de vos besoins, tout dépend de votre flexibilité, tout dépend de vos envies aussi. Mais le maître mot, là, c'est la flexibilité avec le freelance, c'est-à-dire que si vous avez besoin de quelqu'un vraiment en full time, mais que vous avez peu de visibilité sur l'avenir d'un point de vue financier, avec le freelance, ça va être un peu plus... on maîtrise, comme disait Sophie, on maîtrise beaucoup mieux le budget et c'est plus facile d'arrêter de travailler avec un freelance que d'arrêter de travailler avec un salarié. Est-ce que vous avez d'autres expériences ou d'autres questions liées à la raison pour laquelle on peut travailler avec un freelance? Oui. Bonjour, moi je suis Rachel, je suis freelance aussi. Et il y a une raison pour laquelle on ne va pas forcément nous chercher, mais qui est mentionnée, je trouve, pendant l'émission, c'est justement l'apport extérieur, d'avoir quelqu'un qui arrive avec un rapport neuf, nouveau sur les choses, sur le business, qui a vu peut-être d'autres industries aussi. Et l'autre élément à côté de ça, c'est d'avoir quelqu'un aussi qui n'a pas de lien hiérarchique et qui va peut-être oser poser une question, challenger un existant, ce qu'un salarié ne ferait pas en fait. C'est quelque chose de plus diffus, mais qui a une énorme valeur, je pense, pour les entreprises. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est 2 points principaux qui est l'expertise, le regard neuf. Le regard neuf donc, pour apporter un petit peu de nouveauté dans l'entreprise. Et on en revient, c'est avec des profils de freelance qui sont des entrepreneurs, c'est super utile pour l'entreprise. Et le deuxième point était... L'absence de lien hiérarchique, en fait, ce Ouais. qui fait qu'on a une liberté de parole peut-être un peu plus forte. Et ça, c'est vrai que c'est... Est-ce que tu as quelque chose à mentionner par rapport à ça? Tu as une expérience à partager? C'est vrai que moi, ce qui m'a amené à être freelance, c'est ce besoin de liberté, justement, puisque j'intervenais dans différents champs d'expertise dans le tourisme. Donc, il y avait beaucoup de domaines qui me plaisaient. J'avais cette curiosité. Mais en entreprise, je ne pouvais pas pleinement exploiter ce potentiel-là. Donc, cet esprit de liberté, mais tout au service des autres, en fait, et créer cette relation de confiance et je dirais même puisqu'on est dans le tourisme, donc le tourisme fonctionne comme une petite famille, on porte des valeurs et c'est vrai que je le vois avec les acteurs auprès de qui je travaille. Moi, je suis intégrée dans un club de tourisme d'affaires en partenariat avec La Rochelle Tourisme et Événements, donc je suis en lien direct avec les acteurs qui sont aussi des prescripteurs. Et cette régularité des missions génère une fidélisation, une confiance mutuelle et ce côté rassurant de se dire que voilà, moi, on revient vers moi régulièrement pour me dire voilà, Diane, tu as ce regard extérieur aussi sur le territoire, tu as cette connaissance, tu as une façon d'approcher le public différente et dernièrement j'ai été contactée par le port de pêche de La Rochelle pour mettre en place une visite pour apporter un nouveau regard justement pour découvrir le quotidien des travailleurs de la mer, être en mode immersif. Et on est venu me chercher parce que j'avais justement cette approche différente, cette expertise aussi, les connaissances, et puis ce lien avec les acteurs du territoire et de les mettre en valeur d'une manière beaucoup plus impactante en fait. Et super retour d'expérience. Et je crois, Marjo, peut-être tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Il me semble que tu travailles avec une entreprise qui n'a pas l'habitude de travailler avec des freelances et qui cherche à avoir justement un regard neuf. Est-ce que tu veux partager ton expérience par rapport à ça? Oui, effectivement, on a, je pense, 2 types d'acteurs au moins, 2 types de clients. Ceux qui commencent à avoir l'habitude de faire appel à des freelances et pour lesquels c'est presque dans l'ADN, qui construisent leur activité, qui se développent grâce à ces freelances, et des acteurs qui sont, je pense, plus frileux encore, qui sont un peu attentistes. Et en l'occurrence, effectivement, j'ai un nouveau client qui, je pense, pour la première fois, ou presque, fait appel à un freelance, en tout cas sur un besoin de
de production. Et effectivement, c'est je pense, important d'être capable de capter aussi ses clients, de les mettre en confiance, de très vite aussi intégrer leur ADN. Je pense que notamment la production, c'est souvent chasse gardée chez beaucoup de tour opérateurs qui souhaitent plutôt internaliser ce besoin, qui ont des équipes internes qui sont là parfois depuis très très longtemps. Et je trouve que c'est plutôt positif pour le secteur que certains acteurs, certains gros acteurs qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc qui ont un regard très ancré avec une équipe en interne, et ça s'est construit comme ça pendant des années, commencent à s'ouvrir aussi à cette pratique de faire appel à des freelances qui leur apportent cette objectivité, qui sont capables de challenger aussi leurs choix passés et pourquoi pas futurs, qui s'inscrivent dans une stratégie long terme. Et c'est positif, c'est plutôt bien accueilli aussi par les équipes en interne. Vous l'aviez précisé tout à l'heure, il y a effectivement des sujets de manque de ressources en interne, parfois de manque d'expertise. Et pour des besoins ponctuels, c'est souvent des besoins ponctuels au début, font appel à des compétences externes. Et voilà, c'est un début de collaboration. On espère que ça prendra une suite aussi sur une collaboration plus long terme. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le secteur d'avoir des acteurs, on va dire, un peu plus ancrés, un peu plus qui sont présents dans la profession depuis très très longtemps et qui commencent eux aussi à ouvrir leur chakra à des freelances. Et voilà, c'est assez nouveau et je pense que les premiers vont ouvrir la porte aussi aux autres. C'est en voyant des acteurs qui se positionnent sur ce type d'ouverture que d'autres vont suivre. Donc bonne nouvelle pour la communauté de freelance. Donc ouais, il y a effectivement des acteurs qui ont l'habitude de travailler avec des freelances et d'autres, des acteurs historiques qui commencent à prendre le pas, et c'est super de voir ça, quoi. Enfin, les acteurs qui ont l'habitude, qui ont leurs équipes et qui ont leur méthode de travail qui depuis des années commencent quand même à regarder à côté et à travailler avec des freelances pour avoir ce regard neuf, pour pouvoir faire face à toutes les évolutions qu'on peut voir sur le marché, que ce soit technologique ou autre. Est-ce que vous vouliez... Oui, pardon, bonjour. Donc moi je suis Bertrand Dalle, je suis chercheur en sciences sociales et nous avons fait une étude qui date un peu en 2017 sur les freelances en général, pas uniquement dans le secteur du tourisme. Et je vais peut-être répondre à votre question parce qu'elle est très très pertinente. On était allé voir une entreprise qui est mondialement connue qui s'appelle Upwork, qui est le leader mondial de la mise en lien entre les freelances et les entreprises en général, pas du tout dans le secteur du tourisme. Et il nous avait dit un truc très très intéressant. Je pense qu'il y a le débat économique. Bon, à partir de quand il faut faire appel à un salarié ou à un freelance? Je pense que ce n'est pas le bon débat. En réalité, eux-mêmes, 1000 salariés, Upwork, ils étaient 250 salariés, non, 1000 collaborateurs, pardon, salariés. Ils étaient 250 à San Francisco en salariés dans un bureau et 750 dans le monde entier sur des fuseaux horaires différents. Et leur métier, c'était de la mise en lien des travailleurs indépendants, des freelances avec les entreprises. Les 250 coûtaient plus cher que les 750 autres qui étaient dans des territoires. Et donc on s'est dit, ah oui, donc les freelances, en fait, c'est une manière de baisser nos coûts. Et ils nous ont dit, non, pas du tout. Ça, c'est l'effet collatéral positif, si je puis dire. Mais la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas là. On a fait le choix pour les compétences. Et je pense que comme Diane ou Sophie disaient, quand on va signer un truc sur le port de pêche avec les acteurs locaux et qu'on a implanté sur un territoire avec des compétences, des connaissances, c'est très dur pour un salarié de faire ça. C'est-à-dire qu'on a un professionnalisme, on est, vous le rappeliez, un travailleur indépendant, on a sa boîte. Un salarié, 2 ans après, il faut toujours le former, il faut toujours qu'il aille voir. Et le lien avec le terrain, il est plus difficile selon le domaine dans lequel vous intervenez. Donc si vous voulez venir à La Rochelle, évidemment, Diane, elle sera 10 fois plus compétente que n'importe quel salarié basé dans une agence parce qu'elle est sur le terrain. Et son collègue de votre agence à Nice ou, je ne sais pas, dans un autre territoire le sera aussi. Voilà, donc il y a plus la question, à mon avis, des compétences. Et je vais faire appel à des freelances pour la valeur ajoutée que ça dégage, qui est sans doute supérieure. Et après, il y a des questions économiques. Voilà, quand on a un marché cyclique, est-ce qu'on peut investir dans des CDI? Comment on entretient tout ça? Et il ne faut pas voir juste les 5 mois de projet. Donc pour le lancement de projet, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est la valeur ajoutée. Et puis, dernière remarque,
et ça c'est peut-être plutôt une question, est-ce que vous mettez en lien dans votre agence finalement plusieurs freelances pour créer une équipe sur un projet? Parce que ça peut être aussi très très pertinent d'avoir une équipe de 1, 2, 3 freelances sur vos projets. Mais j'ai pas la réponse, c'est une question que je vous pose. C'est une super question et avant de répondre, je crois que Olivier est prêt à répondre à cette question. Est-ce que c'est possible d'avoir, est-ce que les résultats de votre recherche est disponible en ligne ou où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, il n'est pas en ligne malheureusement parce que c'était une recherche collaborative qu'on a fait pour 6 clients, mais on pourra vous faire passer. Elle était plus généralement sur l'usage des espaces de travail par les entreprises. Et on était allé voir Upwork pour comment ils utilisaient l'espace de travail. Voilà. Ouais. Mais on a des inputs avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci, c'est une super perche que tu me tends parce que j'avais envie de prendre la parole justement sur la mise en équipe des freelances. Les freelances ne sont pas solo, pas que solo, et c'est une capacité à créer une équipe éphémère justement selon les compétences et les qualités nécessaires sur une mission. Et on est capable d'adresser une mission globale pour un client, et je peux prendre 2 exemples aujourd'hui dont je connais le dossier. Le premier, c'est effectivement une mission de production dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de 4 personnes qui travaillent, une qui a travaillé sur le benchmark, qui a permis à 2 chefs de produits de travailler sur la gamme de produits qui se développe, et derrière il y aura un volet sur une brochure papier, donc c'est une 3e équipe, et un 4e volet sur la formation, mais a priori ce sera des chefs de produits. Donc c'est 4 personnes qui répondent à un besoin du client, qui est complètement externalisé, même si on travaille évidemment en relation avec les équipes. Et la 2e, c'était sur la réorganisation d'une équipe, où il y a eu un travail de consultants, d'auditeurs, qui ont fait la photographie de ce qui se passe au sein de cette entreprise, de ce client, qui ont partagé leur expérience et qui ont mis en place des recommandations, et qui ensuite ont accompagné le client sur ces changements. Et là, c'est une autre équipe qui arrive sur du RH, du recrutement, de la mise en place d'un retro-planning, de la formation, de l'accompagnement des équipes, parce que c'est un stress au changement, etc. Il a externalisé cette équipe-là, et c'est entre 5 et 6 personnes qui travaillent sur plusieurs mois. Et effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a une fidélisation avec ce client, parce que quand on remplit une mission et qu'il est content et qu'il a confiance, en fait, il a envie de répéter cette expérience, et ça devient vertueux. Super, merci pour vos retours, super intéressant. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce sujet, le fait de travailler en collaboration entre freelance? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience, que vous soyez un acteur du tourisme ou un freelance? Ou Sarah, tu veux... Ouais, je veux bien compléter. Avant d'être freelance, je travaillais pour un tour opérateur où je manageais une équipe de freelance qui était guide accompagnateur. Et dans ce management, je vais rebondir à ce que disait Rachel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien hiérarchique direct, et il y avait vraiment cette notion de confiance que j'ai entendue plusieurs fois dans toutes ces conversations. Et cette confiance, elle se crée dans les 2 sens, c'est-à-dire quand on travaille avec des freelances, en tant qu'entreprise, on va vraiment travailler sur créer ce lien, autant dans un sens que dans l'autre, et qui va permettre de pérenniser ensuite ces relations. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui mène vraiment à un partenariat. C'est vraiment ce mot-là qui fonctionnait dans ces relations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, et je rajouterais même gagnant-gagnant pour tous, parce que nos besoins et nos attentes se répondent mutuellement dans ce climat de confiance, de recherche sans cesse de compétences et de relever des challenges constamment. L'heure tourne, on arrive bientôt à la fin, on n'a pas abordé le sujet de comment travailler avec un freelance de manière concrète. Donc on va peut-être prendre les 5 dernières minutes pour parler de ça. Est-ce que vous avez des questions spécifiques, surtout que vous soyez freelance ou acteur? Je sais qu'il y avait une question, mais je crois que la personne est partie. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur comment travailler avec un freelance, comment ça se passe? Ouais. Justement, j'allais rebondir. Bonjour, moi je suis Anne et je suis travel planner spécialisée sur le Vietnam. Je me suis lancée tout récemment, donc depuis le 1er septembre, et j'avais une question pour vous. De manière générale, selon vous, mon profil, comment je peux convaincre aujourd'hui les acteurs du tourisme de collaborer en fait avec lui? Alors le sujet des travel planners auprès des acteurs du tourisme est un sujet qui est ultra délicat. Je vais me permettre de vous répondre parce que moi j'ai une agence de voyage, une petite, et je travaille avec des freelances qui sont apporteurs d'affaires, donc avec des travel planners. Et la manière de faire. Donc la question spécifique, c'est comment ça se passe, comment faire. Ouais, c'est ça. Donc déjà, comment faire pour démarcher. Moi, je vous conseille d'aller démarcher toutes les entreprises, tous les acteurs qui vous correspondent, qui correspondent à vos valeurs. Ça, c'est la première chose. Comme on en parlait au niveau de la confiance se crée entre des personnes qui ont les mêmes valeurs avant tout.
Donc pas aller, si vous êtes spécialisé dans le voyage sur mesure, niché, à la rencontre des communautés, vous n'allez peut-être pas aller travailler avec un gros tour opérateur qui fait du groupe sur des circuits ultra traditionnels, parce que ça ne vous correspondra pas. Donc déjà, trouvez le bon acteur qui correspond à vos valeurs. Et ensuite, au niveau du contrat, au niveau de la manière de fonctionner, ça fonctionne en général sur soit vous êtes rémunéré en tant que travel planner uniquement sur les ventes, donc sur un pourcentage de la marge que vous générez, soit vous pouvez avoir un fixe plus une com sur les ventes. Donc il n'y a pas de règles, en fonction des acteurs, il y a des manières de fonctionner différentes. Je vois pas. Moi, la manière dont je fonctionne, par exemple, c'est le travel planner amène ses clients. Il s'occupe de la vente et je vais juste capter. Donc, le règlement du client passe par l'agence. Le paiement des prestations sur place passe par l'agence. Donc, tous les flux financiers passent par l'agence. Ensuite, on calcule la marge finale, tous les coûts. L'argent reçu moins tous les coûts liés au voyage. Et moi, je prends 5% sur la totalité du voyage et le freelance, je lui reverse la marge restante. Donc des agences fonctionnent comme ça. Il y a un collectif qui s'appelle My Way. Eux, je crois, le freelance va verser un fee mensuel, donc comment on appelle ça, va payer mensuellement X euros à l'agence et pour pouvoir utiliser le véhicule financier de MyWay. Et MyWay récupère aussi 3% de la vente et tout le reste de la marge est reversé au freelance. Il y a différentes fonctions. Il y a un autre agent de voyage qui s'appelle Monde Authentique, qui travaille également avec des freelances. Je crois qu'eux font, je ne sais pas si c'est 50-50 ou 60-40. Eux, c'est uniquement sur la marge et la marge est partagée entre l'agence et le freelance. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, il y a vraiment différentes manières de fonctionner, mais le point le plus important, c'est d'avoir des valeurs communes. Vraiment, c'est vraiment un point important. Est-ce que vous avez trop d'expérience par rapport à ça, côté travel planner et comment travailler? C'est pas trop votre secteur. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la manière? Ouais. Il y a 2 questions. Le micro va arriver. Je vais juste rebondir 2 secondes sur sa question parce que j'ai 2 activités. J'ai aussi une activité d'agence de voyage avec des voyages sur mesure. J'ai été démarchée aussi par des freelances et alors moi ma position elle est un peu différente, mais je voudrais juste vous la partager pour vous expliquer aussi le point de vue agence. Comme mon activité c'est vraiment du sur mesure sur l'Argentine, bon c'est un pays que je connais très bien. J'irai pas forcément prendre un freelance parce que si le freelance va travailler sur d'autres agences, il peut aller repartager les choses qui font ma plus-value à moi sur ces autres agences-là. Donc je pense que la position, votre position à vous, qui est vraiment sur le sur-mesure, ça peut être compliqué pour des agences qui sont aussi sur mesure et qui ne veulent pas partager leurs bons plans aussi par rapport aux freelance. Super intéressant. Voilà. Ouais. Et c'était juste pour faire remonter ça. Et ma deuxième question, vous avez dit plusieurs fois le nom de votre réseau, mais vous pouvez l'épeler parce que je n'ai pas compris. Ouais, A-W-A-Y, non, c'est même pas noté là. A-W-A-Y, oui, W-E, go, G-O. On pourra, là, la conférence va bientôt arriver à sa fin, mais on pourra se voir juste après, on pourra en discuter. Et vous aviez une question également? Le micro arrive, ça va être... Je suis en forme, mais quand même. Alors, moi, je voudrais... j'ai tout écouté. Moi, je suis apporteur d'affaires, normalement, au départ, pour une agence indépendante. Le truc, c'est que là, vous parliez de freelance. Les apporteurs d'affaires sont des freelances. Mais vous faisiez la distinction entre prendre un freelance ou un salarié, toujours dans le tourisme. Mais dans ce cas-là, c'est plus un apporteur d'affaires, ou c'en est un, puisque vous parlez de salarié ou de freelance. Est-ce que, du coup, le freelance en question s'occupe de la clientèle de l'agence, et donc, dans ce cas-là, n'apporte pas forcément sa clientèle? Ou, parce qu'il y a les deux, il faut bien distinguer les deux. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que vous parliez de contrat, c'est pas tout à fait la même chose entre les deux. Voilà, c'était ma question et savoir comment ça se passait. Effectivement, il y a 2 cas de figure pour les travel planners. Soit, si je comprends bien, c'est soit il va traiter les demandes générées par l'agence, dans quel cas c'est un vendeur,
Ouais. Soit c'est un apporteur d'affaires, donc c'est lui qui amène ses clients C'est ça. et qui utilise l'agence comme véhicule financier pour que les clients puissent bénéficier Parce de la que c'est licence. pas la même façon de travailler, forcément. C'est effectivement, et la manière de fonctionner, la manière de enfin, le reverse, ce qui va être reversé au freelance va être différent. Quand moi je parlais par exemple que ce soit le collectif My Way ou moi qui prend un petit pourcentage, à peu près 5% du montant, c'est apporteur d'affaires. Ouais. Si c'est l'agence qui apporte une demande, là en général on va plus être sur un modèle où on partage la marge. Ou un modèle où il y a un fixe pour le freelance plus une com sur les ventes. Ouais. Donc il y a vraiment... Mais même dans la façon de travailler, parce qu'un apporteur d'affaires n'est pas censé faire les réservations, par exemple, alors qu'un salarié, oui. L'apporteur d'affaires peut faire les réservations dans la mesure où ça passe par l'agence. Oui, il passe par l'agence, d'accord. Mais a priori, même en passant par l'agence, c'était l'agence au départ. C'est l'agence au final qui va faire le règlement, mais après tout dépend des outils, tout dépend comment les agences sont outillées. Après, c'est d'un commun, c'est un espèce d'accord. Puis bon, un contrat, évidemment, je pense. Exactement, c'est ça. Et comme le disait, j'ai pas retenu votre nom, mais comme vous le disiez aussi, il y a une question sur la protection des données, sur la manière de, sur la protection de la base de données client, etc. Donc bien sûr. Pour l'agence, pour pouvoir travailler avec un apporteur d'affaires ou même avec un vendeur qui lui va prendre les demandes générées par l'agence. Donc pas un apporteur d'affaires, mais si un travel planner va traiter les demandes générées par l'agence, il faut que l'agence soit bien outillée et que les données soient protégées et que le travel planner puisse pas repartir avec la base de données. Ouais. Donc il y a plein de choses, il y a plein de manières de fonctionner différentes finalement en fonction de comment l'agence est outillée et en fonction d'où viennent les demandes. Ouais. Donc apparemment, quand c'est un freelance qui traite les demandes, c'est plus courant que ce soit un fixe plus une com. Si j'ai bien compris. Si c'est des demandes générées par l'agence, c'est un fixe plus une com en général. Ouais. Donc ça ressemble à du... Non, c'est toujours du freelance ou il y a quand même... C'est toujours du moment que la personne n'est pas salariée de l'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est freelance. D'accord. On arrive, j'aurais bien aimé continuer cette discussion et il y a plein de sujets que j'avais prévu d'aborder mais on n'a pas eu le temps. Prochaine conférence commence dans 2 minutes, donc pour ne pas me faire taper sur les doigts, on va être obligé d'arrêter là. En tout cas, si vous voulez continuer cette discussion, nous on va rester, donc il y a plusieurs membres du collectif, il y a Sophie et Diane qui vont rester un petit peu aussi, donc si vous voulez continuer d'échanger sur le sujet, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à venir nous voir. Comme on l'a dit, on fait partie du collectif Away We Go, donc AWAYWEGO. Donc n'hésitez pas à aller nous voir sur la page LinkedIn, à prendre contact avec nous. Si vous êtes freelance, et si vous voulez rejoindre le collectif, faites-nous signe. Et puis passez une bonne fin de journée, une bonne fin de salon. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt.